Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses d'une application Android. On va voir ensemble comment on passe d'une simple idée, de la toute première décision d'un développeur, jusqu'à l'écran qu'on touche tous les jours sur nos téléphones. On s'est probablement tous déjà posé la question. Pourquoi une même application n'a pas tout à fait le même comportement sur un Samsung ou sur un Google Pixel? C'est le tout premier casse-tête pour un développeur. Comment faire pour que son appli fonctionne bien partout, tout en restant super performante? Et la réponse, vous allez voir, elle n'est pas si évidente. En fait, tout commence par un choix crucial. C'est une véritable bifurcation, le premier grand carrefour qui va orienter tout le reste du projet de développement. Il y a donc deux grandes écoles. D'un côté, le développement natif. C'est un peu comme faire un costume sur mesure, conçu pile pour un système. Pour Android, ça veut dire utiliser des langages comme Java ou Kotlin. L'énorme avantage, c'est la performance. L'appli est plus rapide, plus stable et elle peut utiliser à fond toutes les capacités du téléphone. De l'autre côté, on a le multiplateforme. Là, l'idée, c'est un seul code pour tout le monde. On développe une fois et l'appli fonctionne sur Android, sur iOS, etc. C'est évidemment plus rapide à faire et plus simple à maintenir. Le choix est donc assez clair. D'un côté, la performance pure, de l'autre, la rapidité et l'efficacité du développement. Pour cette analyse, on va prendre la première route, celle du développement natif sur Android. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce qu'Android représente une part de marché absolument gigantesque. C'est vraiment le cœur de cet écosystème. Pour bien comprendre, un petit retour en arrière est utile. Android est né en 2004, puis a été racheté par Google dès 2005. La première version pour le grand public date de 2007, et depuis, son ascension a été juste fulgurante. Aujourd'hui, on parle de milliards d'appareils dans le monde qui tournent sous Android. Ce succès, il repose sur trois piliers. D'abord, l'innovation. Android a toujours été pensé pour intégrer les toutes dernières technologies. Ensuite, l'accessibilité, pas besoin de matériel spécifique et le langage Java est l'un des plus connus au monde. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, son côté ouvert. Le fait qu'il soit open source a permis à tout le monde de l'adopter, de le modifier et de l'améliorer. D'accord. Maintenant qu'on a vu le quoi, passons au comment. Pour comprendre comment Android fonctionne vraiment, il faut regarder sa structure interne. Et le mieux, c'est de l'imaginer comme un millefeuille, un gâteau avec plusieurs couches superposées. Cette architecture, c'est ce qu'on appelle une pile de 4 couches. Tout en bas, on a les fondations. Juste au-dessus, c'est un peu la salle des machines. Ensuite, on a le cadre, qui est la boîte à outils des développeurs. Et tout en haut, la partie qu'on utilise tous les jours, les applications. Alors la base de tout, le socle, c'est le noyau Linux. On ne le voit jamais, mais il est absolument essentiel. C'est lui qui gère les ressources vitales de l'appareil, la mémoire, la sécurité, l'énergie. Bref, c'est le pont direct entre les puces du téléphone et le logiciel. Juste au-dessus, on trouve la salle des machines. Elle contient toutes les bibliothèques de base pour afficher des images, gérer des bases de données, naviguer sur le web et surtout, elle abrite la machine virtuelle ART. C'est le moteur qui fait réellement tourner le code de nos applications. La troisième couche, c'est le framework applicatif. C'est la super boîte à outils des développeurs. Elle leur donne accès à des services tout prêts pour gérer les fenêtres, les notifications ou même les appels. Grâce à ça, un développeur n'a pas besoin de tout réinventer à chaque fois. Et enfin, tout en haut, la couche qu'on connaît le mieux, les applications. C'est là que vivent les applis qui étaient déjà sur le téléphone quand on l'a acheté, et bien sûr, toutes celles qu'on a téléchargées depuis. Bon, maintenant qu'on a compris comment le système est architecturé, mettons-nous un instant dans la peau d'un développeur. De quels outils dispose-t-il pour créer une application? L'outil principal, c'est le SDK, le kit de développement logiciel. C'est une sorte de mallette qui contient tout ce qu'il faut. L'API, qui est en gros le dictionnaire de toutes les fonctions possibles, les outils pour transformer le code en application, la fameuse machine virtuelle ART, un outil pour chasser les bugs, et même des émulateurs qui permettent de tester l'appli sur des milliers de téléphones virtuels. Ok, changeons d'échelle. On quitte le système d'exploitation pour zoomer sur une seule application. Pour comprendre comment elle est structurée, la meilleure image, c'est celle du plan d'une maison. Chaque application possède un fichier qui est en quelque sorte sa carte d'identité, le Android Manifest.xml. C'est un fichier obligatoire qui dit au système Android tout ce qu'il doit savoir. De quoi est faite l'appli, par où commencer et surtout, quelles permissions elle demande, comme l'accès à l'appareil photo ou au contact. Et si on jette un œil au dossier du projet, l'analogie de la maison fonctionne toujours. Le dossier Java, c'est toute la logique, la plomberie et l'électricité. Le dossier res/layout contient les plans de chaque pièce, c'est-à-dire le design de chaque écran. Res/values, c'est la déco, les couleurs, les textes. Et res/mipmap, eh bien, c'est la façade de la maison, avec l'icône de l'application. Allez, on zoome encore un cran de plus. On va se concentrer sur un seul écran, l'élément de base avec lequel on interagit. Dans le jargon d'Android, ça porte un nom, une activité.
Une activité, en fait, c'est très simple, c'est un écran. L'écran pour écrire un SMS, c'est une activité. L'écran qui affiche la liste de contacts, c'en est une autre. Chaque tâche bien précise qu'on peut faire dans une appli se déroule dans une activité. Mais attention, la vie d'un écran n'est pas si simple. Imaginez la scène, on est en train d'écrire un email, l'activité est donc active, tout à coup, le téléphone sonne. L'appli email est mise en pause et l'écran de l'appel prend le dessus. Une fois l'appel fini, on vient sur notre email et le brouillon est toujours là. Eh bien, cette gestion des interruptions, c'est ça le cycle de vie d'une activité. Ce cycle de vie suit des étapes très précises. Ça commence par onCreate, l'écran est créé en mémoire. Puis onStart, il devient visible. Avec onResume, ça y est, on peut interagir avec. Si une autre appli passe devant, il entre en onPause. S'il disparaît complètement de la vue, il est en onStop. Et enfin, quand on le ferme pour de bon, c'est onDestroy. Chaque étape est un moment clé pour le développeur. Pour bien résumer, une activité, ce n'est pas juste un élément visuel. C'est vraiment le cœur de la logique de l'application. Un composant qui doit sans arrêt s'adapter aux événements, que ce soit une action de notre part ou une interruption du système. Au final, après tout ce parcours, du grand choix stratégique jusqu'au plus petit détail de la vie d'un écran, ça nous ramène à une question fondamentale. Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ce simple geste de passer d'un écran à un autre? La réponse, c'est que c'est une danse. Une chorégraphie incroyablement précise entre le code de l'application et les signaux du système. Tout est orchestré en coulisses pour que, pour nous, l'expérience soit la plus simple, la plus fluide et la plus intuitive possible à chaque fois qu'on touche l'écran.